Donc, roman dont il est question aujourd'hui, qui est encore heureux, donc Yves Pagès, aux éditions Verticales. Non, aux éditions de l'Olivier. De l'Olivier, Oui. excusez-moi. Eh bien, merci. C'est parce que j'avais Vertical qui attirait mon regard, puisque vous co-dirigez les éditions Verticales. Absolument. Vous êtes auteur d'une dizaine de livres, textes courts, participation à des collectifs, vous êtes plutôt prolifique et actif. Et votre dernier roman retrace le parcours d'un certain Bruno Lescaut, personnage de fiction dangereux, criminel, anarchiste pour certains, figure de rébellion pour d'autres. Et c'est avec un procédé stylistique hyper original que vous tracez la vie de ce personnage qui ne prend jamais la parole. C'est au contraire son entourage, des témoignages, des expertises qui parlent pour lui. Qui est-il en fait, ce Bruno Lescaut? Comment est-ce qu'il est apparu? Pourquoi avez-vous eu envie de raconter son histoire? Alors pourquoi j'ai eu envie de raconter son histoire? Ça, c'est peut-être parce que dans ce livre-là, arrivé au milieu de la cinquantaine, j'avais envie de retravailler des éléments de l'enfance, de l'adolescence et de faire le lien jusqu'à là où je suis arrivé, c'est-à-dire aujourd'hui. Voilà, c'est un itinéraire de vie. Ensuite, c'est vrai que cet itinéraire de vie qui est une chimère composée sûrement d'humeurs qui peuvent m'être propres, mais de chimères de gens que j'ai pu rencontrer, mais aussi de figures légendaires, de choses que j'ai pu lire dans le journal, etc. Enfin, une chimère de personnages qui représenterait non pas un archétype, mais une exception marginale à ma génération. Et qui avait comme ça un parcours qui en effet un parcours fait de débordement, oui, de rébellion, même si le mot est un peu malheureusement un peu galvaudé, de transgression, d'ironie subversive, de tout ce qu'on veut. Pour raconter ça, en fait, finalement, je me suis pas dit, ça m'est venu comme ça de plutôt le raconter à travers finalement les regards normatifs qu'on peut porter sur un agité. C'est un agité, donc en fait ces agités sont immédiatement pris dans un espèce de portrait robot. Il crie vraiment fort là, l'autre là-bas, et c'est de plus en plus terrible. Il fait peur aux gens apparemment pour certains. Donc cet agité, en fait, j'ai voulu le prendre à travers en effet les regards normatifs qui le saisissent depuis la fin des années 60 jusque, je dirais, au milieu des années 80. Puis après, il est vraiment durement condamné et il va avoir 25 ans de cavale. Alors, ces discours accusateurs, disqualifiants à son sujet, finalement, je me suis dit, c'est très intéressant à habiter par l'écriture parce que plutôt quand on a un héros, un anti-héros, dans un roman, finalement, tant qu'à avoir un anti-héros, si on peut l'appeler comme ça, même si c'est peut-être un peu trop binaire, héros, anti-héros, c'était intéressant de l'aborder à travers les oui-dire, les on-dit, mais aussi carrément les paroles qui sont des paroles infamantes à son sujet et d'habiter ces paroles. Donc ça veut dire d'habiter les paroles d'un juge, d'habiter les paroles d'un expert psychiatre, d'habiter toutes ces paroles, de les habiter non pas uniquement pour en faire la satire de ces discours normatifs, mais pour essayer de le déployer, de le décentrer, de faire sortir de ses gonds aussi ces paroles qu'on pourrait appeler d'une littérature grise, parce que c'est de l'écriture soit administrative, soit pseudo-scientifique d'expertise, etc. De journalistique aussi. Journalistique, mais d'habiter finalement ces écritures un peu mornes, ou uniquement finalement sachantes, savantes, mais avec des certitudes, un surplomb très agaçant. J'ai essayé de les habiter très légèrement en les faisant sortir de leur gonds, et puis en faisant un autre pari qui était que le lecteur finalement il va s'approprier dans l'entrelac et dans l'interstice de ces discours, il va s'approprier une intériorité du personnage, mais non dite. Enfin, ou disons, dite, mais d'une manière comme ça, péjorative. Je me suis dit, finalement, le lecteur, il va faire un travail lui-même de subversion qui va être d'appropriation par négation de ce qui fait défaut. Puisque finalement, moi, en tant que narrateur du livre, je ne fais dire à ce personnage ni je, ni il,
je ne fais, je ne fais que l'incriminer par propos rapportés. Donc au bout de la moitié ou des trois quarts du livre, évidemment, les témoignages des autres et puis finalement l'ultime contre-enquête qui est faite à son sujet donne un peu plus, non pas la parole à ce personnage, mais le laisse un peu mieux entrevoir dans sa complexité. Mais disons qu'il faut passer presque la moitié du livre où on est exactement comme quand on entend à la radio le portrait robot d'un radicalisé, quel qu'il soit, radicalisé zadiste, radicalisé djihadiste, radicalisé, etc. Même si toutes ces choses-là ne sont pas du tout semblables. Mais en fait, dans le discours normatif, c'est toujours la même chose, quoi. C'est juste, il a eu finalement un parcours transgressif. Il est donc devenu à la fois voilà, un espèce de zombie social archétypique qui se décrit en quelques mots, qui ne sont décrits que par les actes condamnables qu'il a produits. Qu'il a commis depuis l'enfance d'ailleurs, puisqu'il est condamné d'office. Et c'est ce que vous pensez que ce discours normatif, à force qu'il soit répété, repris, etc., ça peut finir par avoir un impact sur la construction d'un individu. À force de répéter à quelqu'un qu'il est mauvais pour la société, est-ce qu'il le devient nécessairement? Ben, en fait, l'une des ironies dans le dispositif du livre, c'était que les 60 premières pages décrivent le comportement transgressif ou anormal de ce personnage alors qu'il a 5 ans et qu'il est dans une maternelle et qu'il a un peu griffé, un peu mordu, un peu fait, etc. Oui, et donc donc, vous commencez par des comptes rendus à charge d'ailleurs, avec oui, chaque paragraphe qui commence par « attendu que ». Oui, comme les juges comme motivent leur condamnation en fin de procès, enfin, ou le faisaient en tout cas avant. Donc moi j'ai poussé la barre un peu loin, mais surtout je l'ai décalé. C'est-à-dire que j'ai repris cette vieille thèse qui, hélas, est toujours dans les têtes, qui est celle de la psychiatrie du XIXe siècle, la théorie du criminel né. Et finalement, j'ai vu que chez ce gamin, entre guillemets, hyperactif, qui pourrait, voilà, aujourd'hui, il serait traité d'une autre manière. Ce gamin aurait un autre destin parce qu'il serait approché d'une autre manière. Il serait approché comme un gamin hyperactif qu'on mettrait sous Ritaline. Et puis, le problème serait réglé puisque maintenant, le problème de toutes les transgressions corporelles, gestuelles, psychiques est traité dès le plus jeune âge par des camisoles chimiques. Mais à cette époque-là, on est en 1967 et cette agitation, je la fais rentrer très volontairement, je la fais rentrer exactement en résonance avec un autre type d'agitation qui va être l'agitation qui donne naissance à mai 68. Et j'essaye de faire comprendre qu'il y a une chambre d'écho entre finalement cette personnalité qui ne supporte pas tout simplement quoi? La discipline des corps, eh ben, rentre en concordance avec un mouvement, le mouvement de 68, qui, aussi bien en milieu universitaire qu'en milieu ouvrier ou paysan, a été d'abord une rébellion contre la discipline des corps. Hein, puisqu'il ne faut pas oublier que les luttes ouvrières, en dehors des mots d'ordre syndicaux qui n'étaient pas très favorables au départ avec la grève générale, il faut bien le dire quand même, il faut le répéter, et qui étaient surtout favorables après à l'arrêt de la grève, hélas, espérons que certains de ces syndicats ont bien changé, eh bien, l'air de rien, c'était une grève contre les brimades, les cadences infernales, les chronomètres, les pointeuses, la répétitivité des gestes, etc. C'était quelque chose contre la discipline des corps. Et que d'une certaine manière, c'est aussi ça qui pouvait relier ça, y compris aux petits bourgeois, aux fils de grands bourgeois qui allaient à l'université et qui eux aussi devaient avoir une certaine coupe de cheveux, avoir un certain habillement, etc. Il y avait une discipline des corps et la France était dirigée par un général, c'est-à-dire finalement, typiquement, la personne qui ordonne la discipline des corps. Oui, qui incarne une autorité absolue. Donc voilà, donc en fait ce dispositif est non seulement évidemment facétieux, sapajou, Oui, rigolo. Beaucoup d'humour d'ailleurs dans votre voilà, tout au long du roman et des descriptions. Il y a un dispositif ironique de ce point de vue-là, de faire qu'un juge s'intéresse pendant 60 pages au délit commis par un enfant de 5 ans. Évidemment, c'est totalement délirant. Et en même temps, je pense que cette thèse du criminel né, elle est toujours dans les têtes. Et rappelez-vous, un président, il n'y a pas si longtemps, cherchait finalement à repérer les mentalités prédélinquantes dès l'école primaire. Donc en fait, cette thèse, elle est en dehors de toute idéologie, elle est encore réellement dans les têtes. Donc voilà, les bouquins, j'ai pas fait ça en le théorisant à l'avance, mais je me suis pris au jeu de mon amusement, et puis petit à petit, j'ai vu qu'il était fécond et qu'il arrivait
à embrasser, je dirais, voilà, une problématique qui est à la fois romanesque et en effet politique. C'est-à-dire, romanesquement, on peut dire, quand on expose l'itinéraire d'un personnage au début d'un roman, bah, c'est sûr que nous, en tant qu'écrivains, comme on sait comment le personnage va mourir, ce qui va lui arriver dans sa vie, sentimentale, sociale, etc., bah oui, on prédestine des choses. Une grande partie d'ailleurs de ce qui me fatigue dans le roman, profondément, dans le roman psychosocial, c'est qu'en fait, très souvent, on est dans une façon très normative comme ça de faire que on a mis dans les premières pages du roman, en exposant sa jeunesse, etc., on a mis des choses qui faisaient qu'il était prédestiné à devenir le personnage qu'il allait être dans la suite du roman. Donc je me suis amusé à reprendre cette chose-là, mais à en montrer le regard, je dirais, psychiatrico-policier qui est derrière, finalement, tout roman. Et est-ce qu'il sait ce qu'il fait, ce personnage? C'est un électron libre depuis son plus jeune âge. Il a donc un petit souci avec l'autorité institutionnelle. Oui. Il est un peu punk, comme énormément d'enfants. Tous les gamins qui ont un problème avec l'autorité, la discipline et le contrôle ne deviennent pas libertaires. Sinon, nous vivrions dans une société nettement plus cool. Et justement, vous dressez, vous le disiez tout à l'heure, le portrait d'une époque à travers ce personnage. Aujourd'hui, selon vous, quel contestataire et libertaire serait Bruno Lescaut? Mais je ne sais pas, parce que réellement, moi, j'ai essayé quand même de faire que ce roman, qui est autant le roman d'une époque que d'un itinéraire, d'un personnage et de la nébuleuse qui est autour, aussi bien familiale qu'amicale, amoureuse, etc., c'est-à-dire que c'est dans le bain d'une époque. C'est-à-dire, on invente les modes, y compris les modes de subversion d'une époque, on les invente dans un contexte donné. Donc il n'y a pas les mêmes subversions. En l'occurrence, lui est quelqu'un qui très profondément est persuadé, là encore d'une manière non théorique, que la principale machine de guerre contre l'autorité, c'est le détournement ironiste et scandaliste des choses. Donc c'est pour ça qu'il va faire du punk, c'est pour ça qu'il va faire du pochoir, graffiti à la fin des années 70-80. Il est donc dans ces mouvances, et dans ces mouvances même, il est dans un état d'esprit qui est d'essayer toujours d'y mettre de la joie. Voilà. Il aurait été belge, il aurait été en tarteur avec le gloupier dans les années 70. Voilà. Mais donc maintenant, qu'est-ce qu'il serait? Je ne sais pas. Je pense qu'il serait la tendance multicolore, pink des Black Blocs. Voilà, c'est-à-dire que oui. Moi, par exemple, dans les dernières manifs où je suis allé dans les cortèges de tête, je disais, voilà, c'est le Black Bloc multicolore, c'est ça qui fera peur à Dark Vador. C'est-à-dire que, en fait, moi, je serais assez proche des Black Blocs s'ils étaient en couleur. Donc voilà, pour le dire autrement, non mais je suis très sérieux quand je dis ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il est un dissident, y compris des formes majoritaires de la contestation. Oui, il est spontané. Il est un dissident de la dissidence où il est. Il est en discorde avec ses propres désaccords. Il est donc dans une figure qui est pour moi quand même authentiquement d'une révolte qui n'a pas une intelligence supérieure, mais qui a ses propres garde-fous. Car on sait que la maladie des milieux radicaux et révolutionnaires depuis l'âge de Néandertal, probablement, parce qu'à mon avis, il y a eu quand même de la lutte de classe extrêmement tôt dans les cavernes, avant que ça soit l'âge des casernes, et y compris l'âge des casernes du socialisme autoritaire. Eh ben, l'air de rien, il faut savoir que comment juger d'un mouvement ou d'un individu contestataire qu'il est à vif, qu'il est contestataire de manière vivante. Eh bien, il y a des parts de désaccord avec lui-même. Il est en discorde. Un mouvement contestataire, soit il y a de la discorde dedans, soit ce n'est pas un mouvement contestataire. C'est comme ça qu'on pouvait très très bien différencier, parce que moi, un parti unique, ça ne me ferait pas peur si à l'intérieur du parti unique, il y a 70 tendances qui s'empaillent. Ce n'est pas un problème, ça. Et si vous parlez avec des Algériens qui vous décrivent l'Algérie des années 70, si vous dites « Ah non, mais au sein du FLN, il y avait la tendance hyper minoritaire islamiste, il y avait la tendance conservatrice
il y avait la tendance gauchiste kabyle, il y avait 8 tendances. Alors la tendance gauche a été éliminée extrêmement vite, et ensuite ils ont donné les clés à l'intérieur du FLN aux islamistes, à l'intérieur du FLN, avec la charte de la famille et avec l'arabisation. Et après, ils ont coproduit une dialectique avec les islamistes encore plus radicaux. C'est ça qui s'est passé. Mais en fait, il y a toujours du désaccord. Je suis complètement parti sur autre chose. Hein. Mais c'est pas grave. Mais ce que je veux dire par là, voilà. Et donc, c'est pour moi, c'est très fort. Je vais donner un exemple. C'est pas le film du siècle. Peut-être ça a énervé tout le monde qu'il ait eu trop de César ou je sais pas quoi. Mais dans 120 battements, par exemple, dont moi, j'aime pas la musique, j'aime pas les ralentis. Je déteste la techno et je déteste les ralentis dans le cinéma. Même chez Brian De Palma. Et en fait, il y avait un truc qui était très beau dans 120 battements, c'était les AG. Les AG d'Act Up. Act Up était un vrai mouvement, une vraie association de lutte vivante, parce qu'à l'intérieur, ça débattait. À l'intérieur, entre gens qui s'aimaient, il y avait de l'amour qui circulait, pas de la bienveillance macroniste, de l'amour, mais il y avait de la discorde permanente. Et quand finalement le côté homo un peu intolérant se met à lyncher la nana qui est juste la maman d'un sidéen transfusé, ça s'engueule. Et en même temps ils disent mais c'est dégueulasse, pourquoi tu t'en prends à elle? Ça s'engueule. Et là c'est vivant. Qui a jamais milité dans un endroit sait que un endroit, un syndicat, une association, un black bloc, soit il y a de la discussion interne et du désaccord, soit c'est pas un endroit intéressant, il faut s'en aller tout de suite. Voilà. Donc mon personnage, vraiment partout où il est, dans ce qu'il fait, puisque je décris une partie, par exemple, de la nébuleuse squatter, punk, autonome de la fin des années 70 que j'ai pu côtoyer, ça s'engueule et je montre qu'en fait c'est sans cesse de l'engueulade là-dedans, mais des engueulades politiques sur des vrais sujets. Et aujourd'hui, par exemple, une des choses qui me fait très plaisir, c'est qu'au sein, disons, des franges radicales, fiché S, mais pas pour djihadisme, aujourd'hui, ça s'engueule sur les comportements sexistes en milieu radicaux, ça s'engueule sur... Et c'est des vraies questions d'éthique, et c'est des vraies questions, est-ce qu'il faut passer sa vie à jouer au Lego en faisant des barricades et en pétant des vitrines, ou est-ce qu'on essaie de construire des choses? Est-ce qu'on... Sur la ZAD, tout le monde le sait qu'aujourd'hui, là on en est à peu près à 12 500 grenades jetées, mais sur la ZAD, oui, il y a des engueulades. Oui, il y a 14 tendances, mais y compris parmi les zadistes radicaux non paysans d'origine, de souche, non paysans de souche. Il y a de l'engueulade, mais ça prouve que c'est un endroit vivant. Oui, il y a des gens qui ont refusé de signer nominativement des projets. Oui, il y a des zadistes hyper libertaires, etc., qui ont dit non, on va donner un nom avec un projet et ça couvrira une nébuleuse de gens qu'on ne déclarera pas. C'est deux tactiques différentes qui se respectent, les deux, et qui peuvent se parler. Et ça veut dire que c'est quelque chose qui est vivant, ça veut dire que c'est quelque chose qui représente, qui ne s'est pas déjà fossilisé en idéologie de mon point de vue, parce que, voilà, la terreur, c'est l'idéologie. Et bien justement, on va devoir laisser la place aux autres auteurs invités. Ah bon? Mais j'ai rameuté un peuple fou, oui. On est parti à 2, on est arrivé à 70, c'est déjà je dois partir. Mais c'est pas possible. Je suis pas d'accord, je reste. Donc vous pouvez retrouver Yves Pagès en dédicace juste derrière, et son dernier roman s'appelle Encore heureux, aux éditions de l'Olivier. Et voilà, et j'ai un autre livre que j'ai fait quasiment en même temps qui s'appelle Tiens, ils ont repeint, 50 ans d'aphorisme urbain, et qui est sur une retranscription textuelle. Je les ai écrits en même temps, une retranscription textuelle de 4500 graffitis après juin 68, puisque en fait finalement, s'il y a un domaine où 68 n'est pas mort, c'est la question en effet de l'écriture. Les murs ont toujours la parole. Et le dernier graffiti, là, dans les derniers graffitis qui étaient à Tolbiac, puisque aujourd'hui, finalement, Sorbonne, 68, les graffitis étaient merveilleux, c'est le patrimoine de la culture historique française, etc. Eh bien, la parenthèse ne s'est pas refermée, et à Tolbiac et la Sorbonne, ça a coûté au moins 300 000 € les dégradations. Et je peux vous dire qu'en juin 68, ils ont beaucoup fait d'émissions sur l'ORTF pour dire ils ont dégradé, ils ont salopé des fresques, la Sorbonne était un musée, ils ont tout sali, c'est dégueulasse. Tolbiac, de toute façon, c'était une saloperie de HLM bunkerisé pour étudiants. Ils l'ont peint et ils ont fait des graffitis. Et disons qu'il y en a un
que je vous livre parmi tant d'autres. Je les ai mis sur mon blog. Il y en a un que je trouve très beau et je vous le donne à méditer pour l'après-midi. On ne naît pas vivant, on le devient. Chapeau. Joli. Merci. Merci beaucoup, Stagès.